Alors, je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin. La question qui se pose est la suivante. Faut-il paniquer ou faut-il ne pas paniquer? Alors, je crois que de manière générale, il ne faut jamais paniquer. C'est-à-dire que si vous avez un profil d'investisseur, vous profitez d'une correction majeure pour renforcer vos positions. Ou en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vendre, vous pouvez très bien rester sur vos positions, évidemment, tant que le cours ne nous donne pas d'excellentes raisons de penser que nous sommes bel et bien en bear market, au début d'un retournement du marché, au moment de la formation du top, et où le cours est en train de se retourner à la baisse sur le long terme. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je ne le pense pas. Alors évidemment, on peut toujours se tromper, mais allez voir mes analyses précédentes. Je vous rappelle que nous avons l'indicateur ici, le H-ribbon avec les trois pastilles bleues. Or, le cours n'a pas encore explosé à la hausse, ce qui est arrivé à chaque fois que cela s'est produit. Et puis, nous n'avons pas eu jusqu'ici le fameux P-cycle top qui indique de manière très précise le top du marché. Vous voyez que là, on devrait le voir apparaître. Et si c'était le cas, nous l'aurions eu déjà ici. Ce n'est pas le seul indicateur, évidemment, qui indique un top du marché, mais celui-ci est quand même tout à fait fiable, et il l'a été en tout cas lors de tous les bull runs précédents. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu une phase haussière du bull run et que le top a été posé, nous avons eu le P-cycle top. Et on a même eu ici un P-cycle top intermédiaire. C'est dire si cet indicateur est fiable. Donc pour moi, nous n'avons jusqu'ici aucune raison de penser, sauf évidemment une irrégularité ou quelque chose de tout à fait exceptionnel par rapport au cycle précédent. Mais si on s'en tient au cycle précédent, nous ne devrions pas être actuellement dans une phase de retournement de marché, de retournement baissier. Alors, ici, nous allons quand même analyser ce qui est en train de se passer. Nous sommes actuellement, alors si cette analyse est la bonne, dans la formation de cette sous-vague 2 ici en jaune. Et je vous rappelle que pour une vague 2, l'objectif qu'il nous faudrait aller chercher normalement, vous voyez, c'est les 50% de retracement de la vague 1. La vague 1 que nous avons ici, formée par une leading diagonale. Donc si on devait aller chercher l'un de ces objectifs, 50%, voire 68, voire au-delà, cela ne devrait pas nous surprendre. Et si là, vous êtes tout à fait surpris par ce qui est en train de se passer, sachez qu'en termes d'Elliott Wave, l'objectif que nous sommes allés chercher pour le moment, ce n'est même pas les 50%, c'est les 38,2. Vous voyez, ici, on est allé chercher les 38,2% de retracement de cette grande vague 1, ce qui est très faible pour une vague 2. On pourrait s'attendre à ce que la vague 2 aille beaucoup plus bas. Alors, en même temps, elle peut tout à fait ne pas aller plus bas. On peut ici avoir trouvé notre bottom. Ça, nous allons passer tout à l'heure en unité de temps 4 heures pour analyser ça de manière plus précise. Lorsque l'on analyse ce qui s'est passé lors de la formation des précédentes vagues, vous voyez qu'ici on a cette vague 1 ici en vert qui a amené le cours du Bitcoin de 52 000 et quelques à 100 et quelques mille. Donc le cours a fait ici x2. Vous voyez que cette vague 2 là est allée chercher les 61,8%. Vous voyez, assez précisément d'ailleurs, on est allé chercher cet objectif qui est le plus commun pour une vague 2, entre les 61,8 et les 78,6. On vient chercher les 61,8. Peut-être que beaucoup de personnes ont paniqué en pensant que c'était la fin, mais vous voyez que ce n'était pas du tout la fin. D'ailleurs, ici, nous avons vu apparaître, ici on est en unité de temps daily, mais on voit que nous avons ici précisément une divergence haussière du RSI, puisque ici on forme des creux de... Alors, il ne faut pas prendre des mèches, hein, il faut prendre
uniquement les bougies, le corps des bougies. Donc il faut voir ici qu'on a eu donc des creux de plus en plus bas. Et sur le RSI, vous voyez qu'on est venu former des creux de plus en plus hauts entre ce point-là et celui-ci. Divergence haussière du RSI en unité de temps daily. Vous voyez, c'est celui-ci. Voilà. Donc divergence haussière. On l'a vu apparaître d'ailleurs à chaque fois que nous avons posé notre bottom. Et vous voyez que ici, par exemple, pareil. Hein, ici, entre ce point-là et celui-ci, on a une divergence haussière du RSI. Vous voyez, là, voilà. Divergence haussière du RSI en unité de temps daily. Voilà. Ici, pour le moment, on n'a pas de divergence. Ça, c'est une première constatation. Sur le RSI, on forme ici des creux de plus en plus bas. Et ici aussi. Mais on verra qu'en unité de temps 4 heures, on a déjà là, bel et bien, une divergence haussière. Ici, à chaque fois qu'on est venu former une vague 2, vous voyez, on est quand même sur le RSI, en unité de temps daily, on est allé en zone de survente. Alors que ici, pas du tout, on n'est pas en zone de survente. On pourrait y aller. Évidemment, cela signifierait que le cours ici pourrait descendre encore un peu plus bas. Ici, pareil, lorsque on a posé notre bottom, eh bien, on est allé en zone de survente. Et ça a été à chaque fois le cas. Mais pas ici. Non, ça, c'est une vague 4, donc c'est normal. Mais prendre vague 2, vous voyez, en général, les vagues 2, elles vont chercher la zone de survente du RSI. Ici, par contre, alors ça, c'est la grande vague 2. En bleu, on n'est pas allé chercher la zone de survente. Par contre, on est allé ici, en daily toujours. Hein. En weekly ou en 4 heures, évidemment, c'est différent. Mais en tout cas, ce qu'il nous faut considérer, c'est surtout ici pour les sous-vagues. Donc, nous sommes ici au niveau des fractales, donc bleu, vert, jaune. Eh bien, là, on vient chercher bel et bien la zone de survente lorsqu'on vient former une sous-2. Donc ici, bon, ici c'est une sous 4, c'est la 4 en bleu, mais ici, on est allé chercher, on est allé en zone de survente. Ici, survente, mais bon, là, ça c'est, on est dans la fractale ici, en bleu. Alors, maintenant, vous voyez qu'ici, la vague 4 est allée chercher l'objectif des 50%. 50% de retracement de la vague 3 ici en bleu. Ici, la vague 2 de cette, de cette fractale en vert, de cette impulsive haussière en vert, elle est allée chercher 100%, quasiment, 80, peut-être 18% de retracement de la vague 1, ce qui est énorme pour une vague 2, c'est même exceptionnel, mais vous voyez que en général, les vagues 2, elles retracent beaucoup plus que les vagues 4 par exemple. Ici, cette vague 2 ici en bleu est allée chercher les 38,2. Donc c'est pas non plus une norme qu'une vague 2 aille chercher l'un de ses objectifs. En règle générale, vous voyez, c'est toujours le rectangle rouge. Sinon, ensuite, c'est le rectangle orange. Et puis ensuite, il y a ce qui est en gris ici. Donc ce qui est en gris, c'est plus rare. Ce qui est en rouge, c'est la probabilité la plus forte. Ensuite, il y a orange et ensuite, il y a gris. Bon, 38,2, ça reste un objectif pour une vague 2, mais c'est beaucoup plus rare. Et on peut tout à fait imaginer qu'ici, cette vague 2 en jaune, eh bien, s'arrête à cet objectif des 38,2, puisque nous l'avons déjà vu ici, avec cette vague 2 ici en bleu. Par contre, cette vague 2 en vert est allée chercher les 61,8. Celle-ci en vert est allée chercher quasiment les 100%. Et celle-ci, 38,2. Bon. Donc ici, pourquoi pas 38,2. On va passer en unité de temps, 4 heures. Voilà. Je vous rappelle que nous avons ici cette structure. Alors, attendez, je vais mettre un peu d'ordre. Nous avons une structure ici en flat. C'est un flat irrégulier puisque vous voyez que le haut de la vague B dépasse ici le haut
de la vague 1 ici en jaune. Donc on vient former un nouveau plus haut. Ça s'appelle un flat irrégulier. Vague A, vague B, vague C. Vous voyez que on vient former un nouveau plus haut pour ensuite venir former, alors ça c'est les règles de l'impulsif, pardon, les règles du flat irrégulier et plus exactement de l'expanding flat. On vient ensuite former la vague C, qui est une vague corrective, et qui peut être soit une impulsive baissière, soit une ending diagonale. Donc ici, ce que je vois, c'est que nous avons eu une impulsive baissière, alors que je vais tracer avec vous. Alors, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et enfin vague 5. La vague 5 n'étant pas forcément terminée ici. Et vous voyez que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a formé cette grande vague 5. On aurait pu ici tout à fait imaginer que nous avions déjà eu ici l'impulsive baissière et que ici nous aurions eu notre bottom avec le bas de la vague 5. Tracer une impulsive avec une vague sous 3, sous 5, sous 4, sous 5 très discrète ici pour venir ensuite former notre vague 5. Mais vous voyez que là, le cours a rebondi pour ensuite venir former cette vague 5 qui est une vague 5 en expansion. Puisque vous voyez que par rapport à la vague 1, on voit bien qu'elle est beaucoup plus grande que la vague 1. Alors quelles sont les règles de l'expanding flat, puisque manifestement c'est ce que nous avons ici, un expanding flat et non pas un regular flat comme on aurait pu l'imaginer dans un premier temps, vu la correction, vous voyez, alors ici la correction de la vague C vient chercher un objectif beaucoup plus bas et en tout cas beaucoup plus élevé que l'objectif d'un regular flat. Ici on est allé chercher cette zone-là. Et ça, c'est un objectif pour un expanding flat, pas pour un regular flat. Et dans la vidéo précédente, j'avais parlé d'un regular flat tout simplement parce qu'on était dans la zone d'un regular flat. Mais là, vu avec la formation de cette vague 4 et 5, on vient former un nouveau plus bas. Et là, on vient dans cette zone-là. Et avec cette zone ici, eh bien, on répond aux règles de l'expanding flat que vous avez là sur le PDF de la chaîne que vous pouvez vous procurer d'ailleurs moyennant un don à la chaîne. Allez voir le Discord, tout est expliqué. Alors ici, vous voyez, ce qui est très pratique, c'est que vous avez les signés et vous pouvez très facilement retrouver toutes les règles qui s'appliquent ici à l'expanding flat. Alors on cherche ici, où est, vous voyez, alors diagonale d'initialisation, etc., les zigzags. Et vous avez ici les corrections, ce qu'on appelle les corrections à plat. Et c'est là qu'il nous faut aller. C'est une correction dite à plat, un flat. Vous voyez, correction à plat. Alors on a le running et l'expanding et on a le regular. Donc ici, on est dans l'expanding et l'expanding, vous voyez qu'ici, on vient chercher 105%, 138,2, 161,8, voire 261,8 maximum dans de rares cas. Alors ici, on a donc tous les objectifs pour l'expanding flat. D'ailleurs, on le retrouve ici pour approfondir. Vous voyez qu'il est là. L'expanding flat, vous l'avez là. Donc vague A, vague B, vague C. Vous voyez que la vague A est formée par un zigzag, ABC. La vague B est formée par un zigzag en venant chercher cet objectif ici. Et ensuite, en l'occurrence, donc, on vient chercher l'objectif entre les 123 et quelques et les 138% de la vague A ici. Et ensuite, on vient former cette grande vague C pour aller chercher, en règle générale, l'objectif des 168. Ça, c'est l'objectif le plus commun. Donc, voilà, là, on a toutes ces règles-là et on les retrouve, bien évidemment, ici. Vous voyez, 138,2, 161,8. Donc ici, avec cette vague-là, on peut aller chercher les 161,8, mais on peut s'arrêter avant. On peut très bien poser notre bottom là. Alors, ce qui me fait dire que peut-être nous avons posé notre bottom, c'est que, vous voyez qu'ici, en 4 heures, nous avons là une divergence haussière du RSI en 4 heures. RSI, voilà,
divergence haussière du RSI en 4 heures. Ici, on vient former des creux de plus en plus bas entre le bas de la vague 3 ici et le bas de la vague 5. Et sur le RSI, on vient former des creux de plus en plus haut. Cela peut indiquer un bottom. Alors, ce qu'il nous faut comprendre ici aussi, c'est que lorsque nous avons un expanding flat, on vient chercher la liquidité. Donc ça, c'est le but. C'est-à-dire qu'on vient d'abord chercher la liquidité qui se trouve ici, en formant un nouveau plus haut. Donc ici, c'est la liquidité vendeuse. Et lorsqu'on vient former la vague C, ici, on prend la liquidité qui se trouve sous ce creux-là. Donc le bas de la vague A. Ici, on est sur le haut de la vague A. Avec le haut de la vague B, on vient chercher cette liquidité. Et avec la vague C, ici, on vient dans un premier temps. Alors vous voyez qu'ici, on est venu déjà former un premier creux. On aurait pu penser que nous avions là notre bottom. Et en venant former cette vague-là, cette vague baissière, on a récupéré toute la liquidité acheteuse qui se trouvait sous ce creux-là. Et sous celui-ci, évidemment aussi, etc., sous celui-ci et sous celui-ci. Donc là, il y avait énormément de liquidité. Et lorsqu'on est venu former cette bougie, vous voyez que le cours a rebondi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ceux qui utilisent des effets de levier, ils se sont positionnés ici. Parce que ça leur a pas servi de leçon. Ils ont déjà perdu énormément d'argent, évidemment, lorsque le cours est venu chasser leur stop-loss. D'ailleurs, on sait que c'est l'une des plus grosses prises de liquidité de toute l'histoire de la crypto-monnaie qui s'est produite lors de la formation de cette mèche, bien plus importante que lors du crash Covid et lors du crash FTX. Donc c'est vous dire. Et ici, vous voyez que ça n'a pas découragé ces traders à effet de levier. Et moi, je vous décourage d'utiliser les effets de levier. Sur ma chaîne, on a un profil d'investisseur et on s'en tient là. On achète lors de la formation lorsqu'on est en bear market et on vend lorsqu'on est en bull market. C'est aussi simple que ça. Mais là, évidemment, si vous utilisez des effets de levier, ceux qui ont perdu de l'argent ici, ils ont cherché à se refaire et ils se sont positionnés en longue ici, surtout que quand ils ont vu le cours qui remontait comme ça, ils n'imaginaient pas que le cours viendrait de nouveau chasser leur stop loss. Donc ils ont placé leur stop loss. Encore une fois, pour ceux qui se sont positionnés à l'achat, je ne parle pas de ceux qui se sont positionnés à la vente, et le cours est de nouveau venu chasser ici leur stop loss, donc grosse prise de liquidité, et on sait que on parle de plusieurs millions de dollars, hein. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de traders qui ont été sortis du marché par cette mèche ici. Donc ça, il faut le savoir, c'est pour ça qu'il mieux vaut ne pas utiliser d'effet de levier, on ne le dira jamais assez. Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, la liquidité, elle est ici, c'est de la liquidité vendeuse. Elle est ici. Elle est ici. Non, là, celle-ci, elle a déjà été... oui, elle peut être ici, pardon, tout à fait, elle est ici. Et celle-ci, elle a déjà été prise, mais lorsque le cours ici, vous voyez, est reparti à la baisse, eh bien... les gens ont très bien pu se positionner, en tout cas en prenant appui sur ce sommet de marché. Donc il y a de la liquidité et on peut s'attendre à ce que maintenant le cours vienne chasser cette liquidité, évidemment, en formant une impulsive haussière. Alors je repose ma question, faut-il s'inquiéter du fait de la formation de cette vague ici corrective? Eh bien, je dirais non. À quel moment faudrait-il s'inquiéter? Je pense très sincèrement que, en tout cas, pour invalider ici cette structure en jaune, pour aller chercher un objectif aux alentours des 250 000 $ pour le Bitcoin, il faudrait que le cours vienne casser ici le bas de la vague 1 en jaune. Autrement dit, il faudrait que le cours aille chercher cet objectif ici des 74 000 et quelques. On en est encore vraiment très très loin. Et évidemment, plus on s'approchera de cette vague, plus on pourra se faire du souci par rapport au cycle du bull run dans lequel nous sommes censés être encore
aujourd'hui. Mais vous voyez que pour invalider cette structure, encore une fois, il faut aller chercher les 74 000 et quelques, on va dire 75. À ce moment-là, on pourrait imaginer que nous avons déjà eu notre top sur le Bitcoin et que nous serions déjà là en bear market. Alors en termes de chartisme, on peut voir ici cette figure qui est bien connue des chartistes. Il s'agit d'un mégaphone, c'est une structure en mégaphone. On vient former ici des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. La liquidité ici a été prise une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, voire même une quatrième fois si on compte celle-ci. Et là maintenant, eh bien, il nous faut venir récupérer la liquidité qui se trouve au-dessus de cette structure. En l'occurrence, au-dessus ici de cette vague B, du haut de la vague B, en sachant que nous avons déjà eu des prises de liquidité. Nous avons d'abord eu celle-ci, nous avons eu celle-ci, celle-ci, et évidemment maintenant il nous faut venir chercher ceux qui se sont positionnés à la vente et qui ont posé leur stop loss au-dessus du sommet, du haut de la vague B. Alors, pour ma part, je vais poser une alarme ici. Voilà. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ici, nous avons cet objectif des 168. Pour un expanding flat, c'est un objectif qui est commun. Et vous voyez qu'ici, cet objectif correspond avec les 50% de retracement de la vague 1 ici en jaune. Donc, pour la vague 2, pourquoi pas, on pourrait aller chercher cet objectif, aller au-delà de cet objectif, ce pourrait être un signe bearish, on va dire. Mais pour le moment, il n'y a pas de signe bearish. Là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait commun. Encore une fois, en termes d'Elliott Wave. On irait chercher un objectif au-delà des 50%, ça resterait un objectif commun, mais il faudrait repenser cette structure. Or, si cette structure est la bonne, si le décompte ici est le bon, si on a vraiment un expanding flat, comme on peut effectivement le voir ici, alors l'objectif le plus commun, ça serait les 161,8. Mais bon, on est déjà allé chercher les 138,2. On est dans le rectangle rouge, on peut avoir posé notre bottom, comme on peut ici venir chercher un objectif encore un peu plus bas. Donc prudence. Encore une fois, c'est une possibilité. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ici, vous voyez que nous sommes sur l'Ethereum contre le dollar en unité de temps 4 heures. On n'a pas formé de nouveau plus bas, contrairement au Bitcoin. Le Bitcoin est allé chercher un nouveau plus bas, alors que sur l'Ethereum, eh bien, on peut tout à fait imaginer que nous sommes toujours ici dans la formation eh bien, d'une vague haussière. Je vais la tracer comme ceci. Vous voyez, on aurait déjà eu la vague 1. Et ici, on serait en train de former la vague 2. Ensuite, pourquoi pas, les lignes diagonales pour venir former cette vague 1. Ensuite 2. Et enfin, ici, la halte saison. Donc, évidemment, tout ça reste à confirmer, mais vous voyez qu'ici, c'est de l'ordre du possible. On va mettre ça en jaune. Voilà, avec 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, en tout cas, vous voyez qu'ici, on n'a pas formé de nouveau plus bas. Je vous rappelle encore une fois que sur le Bitcoin, nous avons formé un nouveau creux. Alors, maintenant, ETH contre le Bitcoin. Là, pareil, on n'est pas venu former de nouveau plus bas. Donc, on reste bullish sur les altcoins. On est toujours dans une dynamique ici haussière au niveau de la dominance, non plus du Bitcoin, mais des altcoins. BTCD, ici, pareil, on n'est pas venu former un nouveau creux ici. Hein. On est toujours dans la formation de cette vague 3. Et enfin, je vous propose en bonus, un petit bonus ici, c'est mon analyse du cours du S&P 500. Le S&P 500, alors pour moi, ici nous avons d'ailleurs, il n'y a pas que le S&P 500, il y a aussi le cours du Bitcoin. Alors je vais plutôt le mettre ici, 2 secondes. Voilà, je l'ai mis en mode droite et de couleur orange. Donc ça c'est le Bitcoin. Ici nous avons le S&P 500 avec mon analyse Elliottiste. Et ici en jaune,
c'est cet indicateur-là, c'est le M2 Global Liquidity Index, donc l'index mondial de la liquidité. Donc ça, c'est très important parce que c'est un très bon indicateur pour analyser la dynamique d'un bull run, que ce soit sur le Bitcoin ou sur les actions. Et vous voyez que cet index-là, qui est ici, voilà, il est en train de monter. Donc il est en train de former de nouveaux sommets, toujours de plus en plus haut. Alors que le Bitcoin latéralise, voire corrige, l'index global de la liquidité, lui, ne fait que monter. Voyez. Et ça, c'est bullish. On peut constater vraiment une corrélation très forte entre cet indicateur et le cours du Bitcoin ici, ainsi que celui du S&P 500. On constate ici donc cette dynamique haussière pour l'indicateur M2 Global Liquidity Index. Et ici, pour ce qui est du cours du Bitcoin, nous sommes dans une dynamique baissière. Nous sommes dans une zone de range ici, d'accumulation et de correction. Donc la liquidité augmente, pourtant le Bitcoin, lui, n'est pas encore dans sa phase haussière. Il n'a pas encore repris sa dynamique haussière comme nous le souhaiterions aussi pour voir enfin se manifester la halte saison. Le cours du S&P 500, lui, actuellement, il ne fait que monter. Et vous voyez que durant toute cette phase où nous sommes dans une zone de range, d'accumulation et de correction sur le Bitcoin, eh bien, sur le S&P 500, c'est le contraire. Sur le S&P 500, durant ce même laps de temps, nous sommes et avons été dans une dynamique haussière. Ce qui pourrait indiquer un retournement haussier imminent du bull run, puisque le Bitcoin est fortement corrélé au S&P 500. Alors, ce n'est pas toujours le cas parce que vous voyez que ici, je l'ai indiqué, à chaque fois que j'ai indiqué une flèche en vert clair, cela indique que nous sommes ici dans une zone de décorrélation. Vous voyez qu'ici, par exemple, le cours du S&P 500 n'a fait que monter, alors que celui du Bitcoin, lui, a corrigé et a évolué dans un range. Ici, pareil, vous voyez que là, le cours du S&P 500 était dans une dynamique haussière, ici et là, alors que pour ce qui est du Bitcoin, nous étions ici dans la formation de cette structure corrective. Donc ici, le cours baisse, ici, le cours monte. Pareil, ici, vous voyez, le cours baisse, or ici, le S&P 500, lui, était dans une dynamique haussière. Donc il ne faut pas surévaluer et surexagérer la corrélation entre le cours du Bitcoin et celui du S&P 500. Mais de manière générale, le cours est quand même très très bien corrélé entre ces deux actifs financiers. Vous voyez ici, pareil, il y a eu des corrélations, donc la dynamique haussière, pendant que le cours du Bitcoin était dans une dynamique baissière. Ici, pareil, donc le cours du S&P 500, dynamique haussière, alors que nous étions en pleine période de bear market sur le Bitcoin. Ici, pareil, dynamique haussière du S&P 500, juste avant le crack Covid, alors que sur le Bitcoin, nous étions déjà là, dans une dynamique baissière. Nous étions dans cette phase, la formation d'une vague 2, donc phase corrective, alors qu'ici, nous étions dans une phase haussière. Voilà, alors on peut le voir ici aussi. Aussi loin qu'on remonte, depuis l'origine du Bitcoin, il y a eu des périodes où le Bitcoin et le S&P 500 n'étaient pas corrélés. Et c'était même, les cours de ces deux actifs étaient inversement corrélés. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on peut constater que lorsque le S&P 500 monte, le cours du Bitcoin monte aussi. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'analyse idiotiste du cours du S&P 500, quel pourrait être l'objectif pour cette grande vague 5 ici et cette vague 5 ici en bleu. Donc la vague 5 en blanc, qui correspond d'ailleurs avec une grande vague 5 en orange et une grande vague 3
en rouge. Ce qui nous intéresse ici, c'est jusqu'où peut-on espérer que le S&P 500 monte avant de former un top. Où sera précisément l'ATH. Alors là, personnellement, ce que j'ai fait, vous voyez ici, on prend cet indicateur, prolongation de Fibonacci selon la tendance. Clic 1, clic 2, clic 3. On a cet objectif-là, ou ces objectifs plus précisément, pour le haut de la vague 3, si la structure que nous sommes en train de former devait être une ending diagonale. Plus exactement, une ending contracting diagonale. Alors d'ailleurs, sur le PDF, on peut tout à fait retrouver ici, vous voyez, donc contracting diagonale, les diagonales terminales. Nous avons toutes les règles qui s'appliquent aux diagonales terminales, avec plus précisément ici, voilà, nous serions dans ce type de schéma-là, contracting diagonale. Avec les objectifs que vous voyez ici, on les retrouve évidemment ici. Donc 99%, ça c'est l'objectif maximum pour le haut de la vague 3, et c'est précisément cet objectif-là que nous sommes allés chercher. Donc c'est ce qui me fait penser que nous pourrions avoir ce type de structure ici. On aurait eu 168 ou au-delà des 100%, on aurait pu penser que ici, la vague 3 serait ou pourrait être plutôt une impulsive haussière. Ce qui est un autre décompte, puisqu'à ce moment-là, la vague 3 ne serait pas ici formée ici, mais beaucoup plus haut, en l'occurrence ici. Alors c'est une possibilité, mais restons modestes, et si on devait avoir cette structure, à ce moment-là, on vient chercher les 99% de la vague 1, ici avec la vague 3. Ensuite, on vient chercher, donc clic 1, clic 2, clic 3, on a ces objectifs-là pour le haut de cette vague-là, la vague 5. Si le bull run devait aller jusqu'en janvier, février, mars 2026, vous voyez qu'on pourrait ici aller chercher cet objectif des 7400, 7500 $ pour le S&P 500. Donc il reste encore un peu de marge ici entre le cours actuel et le top du marché. Évidemment, si on considère que nous sommes toujours dans une phase haussière, que le cycle du bull run n'est pas terminé et que celui-ci irait jusqu'en janvier, février, mars 2026. Voilà, donc ça c'est encore une fois une analyse qui vaut ce qu'elle vaut avec plusieurs objectifs ici. Donc on est là, on a déjà atteint ici les 61,8%. 78,6, ça ferait 6900 $. Ensuite, vous avez les 88,6 et les 99% de retracement de la vague 3, qui serait l'objectif, encore une fois, maximum ou maximal, 7426 $. Évidemment, ce serait lors de la formation ici de cette ultime vague haussière que nous aurions notre halte saison. Merci pour votre attention. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique
et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique, par exemple, vague motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.